Donc, comme je vous disais un petit peu plus tôt, mon nom est Dominique Seigneur. Je suis directrice des communications ici à l'Association québécoise des allergies alimentaires. Et je suis aussi maman d'une petite fille polyallergique. Ma petite fille s'appelle Victoria. Elle a 6 ans. Je suis aujourd'hui, cette semaine, à ma deuxième rentrée, puisqu'elle a commencé la maternelle l'année dernière. Cette année, la première année, à 2 écoles différentes parce qu'on nous a transféré d'école à cause d'une redéfinition de territoire. Donc, vraiment, je vais pouvoir vous donner un petit coup de main aujourd'hui avec des trucs pour une rentrée en toute sécurité. On s'adresse à un public varié. On a des infirmières scolaires, on a des parents, on a des gens qui travaillent dans des centres de la petite enfance. On a toutes sortes de personnes aujourd'hui. Donc, j'ai fait un document assez complet et assez intéressant pour toutes sortes de publics. Tout d'abord, je vais vous donner une petite définition de l'allergie alimentaire et de l'anaphylaxie. Je vais vous donner quelques statistiques un peu les plus récentes aussi. On va parler des allergènes chez l'enfant parce qu'ils sont différents, les allergènes principaux chez l'enfant et chez l'adulte. Et je vais essayer de vous faire une démonstration d'épinéphrine, donc des auto-injecteurs, comment injecter l'épinéphrine. J'ai des démos avec moi si ma webcam peut fonctionner. Je le ferai à la fin. Je vais vous parler de quelques mythes et réalités pour tester vos connaissances et vous réveiller un petit peu. Et on va parler d'un plan d'action de la responsabilité partagée entre le parent, l'enfant et l'éducateur, la direction. Je vous ai fait un petit tableau que j'aime beaucoup, qui est très simple à comprendre, mais je crois que ça va vraiment vous donner un bon coup de main. Des trucs et astuces pour vivre une transition tranquille. Je vais vous donner quelques outils à la fin pour vous montrer qu'est-ce que l'association peut faire pour vous, mais aussi je vais vous montrer quelques petits outils que vous pourrez joindre dans votre préparation. Donc, l'allergie alimentaire, c'est une réaction exagérée et inappropriée du système immunitaire. Ça se produit chez certaines personnes quand elles sont en contact avec un aliment. D'habitude, cet aliment-là est inoffensif pour la majorité des individus. Chez une personne allergique, le corps va se défendre. Donc, l'allergène, c'est la substance qui est présente dans un aliment. Donc, c'est une protéine. Elle est responsable du déclenchement d'une réaction allergique. La réaction de défense qui suit peut être importante, puis elle peut se manifester par une cascade de symptômes. On va en parler un petit peu plus tard. Parfois, juste une trace d'allergène est suffisante pour déclencher une réaction allergique grave. N'oubliez pas que l'étiquetage au Canada, on respecte le plus possible ce qui est dans l'usine ou ce qui fait partie de l'environnement, de la production, mais les peut contenir. Donc, les traces ne sont pas à déclaration obligatoire. Donc, en cas de doute, n'hésitez pas à contacter le manufacturier. Toutefois, les 10 allergènes principaux, eux, normalement, sont étiquetés sur l'emballage. Il y a 2,5 millions de Canadiens qui vivent avec une allergie alimentaire. Au Québec, c'est 300 000 personnes. C'est 7 à 8 de la population canadienne qui vit avec des allergies. Chez les enfants, certaines études montrent jusqu'à 8 mais en moyenne, 5 à 6 comparativement à 3 à 4 des adultes au Québec. Donc, ça, c'est des chiffres qui viennent de Santé Canada. Pourquoi les enfants sont le plus touchés? Il y a toutes sortes d'explications, mais surtout pourquoi le pourcentage diminue presque de moitié chez l'adulte, c'est que certains enfants vont perdre leur allergie alimentaire. On va en parler tout de suite après, mais certains allergènes comme le soya, les œufs et le lait et le blé aussi font partie des allergènes qui touchent les enfants en bas âge et qui ont tendance à disparaître dans à peu près 75 des cas. En plus de ces allergènes-là, il y a les arachides, les noix, le sésame et les fruits de mer qui font partie des allergènes principaux chez l'enfant. Donc, je vous disais que la majorité des enfants vont perdre leur allergie avant 7 ans. Ce sont que des statistiques, c'est quand même assez encourageant toutefois en ce qui a trait au lait, au soya, au blé et aux œufs. Si on fait une moyenne de tout ça, là, à peu près 75 des enfants avant 7 ans vont se débarrasser de ces allergies-là. Toutefois, chez les enfants aussi, les arachides, les noix, les fruits de mer ont généralement un caractère plus permanent, c'est-à-dire que c'est des allergies qui ont moins tendance à disparaître. Les allergènes prioritaires, ils sont recensés au Canada par Santé Canada. Ils doivent être à déclaration obligatoire sur les étiquettes en utilisant leur nom courant. C'est-à-dire que les 10 mots que vous voyez devant vous doivent être utilisés, donc contient 2 points arachide, contient 2 points noix, etc. Les mots tels qu'on les trouvait avant, les synonymes, ovalbumine, etc. Ça, on devrait plus voir ça sur les étiquettes, simplement marqué contient 2 points œuf, par exemple. L'anaphylaxie, c'est une réaction allergique grave. C'est la plus grave des réactions allergiques. Ça s'installe rapidement, puis ça peut causer la mort.
heureusement, il y a une médication qui existe et surtout si elle est administrée correctement et rapidement, les cas de décès sont très rares. Au Canada, en Amérique du Nord, on compte quelques dizaines de décès, selon moi des décès de trop qui pourraient être évités si on a la bonne médication. Mais c'est quand même une dizaine de décès, quelques dizaines de décès par année. Cette réaction est imprévisible. Comme je viens de vous dire, ils sont rares et ils sont pour la plupart évitables. L'anaphylaxie touche un ou plusieurs symptômes de l'organisme. Elle va s'accompagner souvent d'une multitude de symptômes. On va voir des symptômes cutanés. Par exemple, un enfant qui consomme un allergène peut avoir une réaction d'urticaire. Donc, c'est un point, une petite plaque rouge avec un point blanc au milieu, parfois boursouflé. Ça va apparaître par moments autour de la bouche, les oreilles, les mains, les avant-bras. Et ça peut rester quelques minutes à quelques heures. Ça peut s'accompagner de syndromes gastro-intestinaux, vomissements, diarrhée, crampes. Symptômes respiratoires, l'enfant a de la difficulté à respirer. S'il fait de l'asthme, ça peut mener à une crise d'asthme, peut avoir l'ésophage bloqué, sentiment de resserrement dans la gorge. Il peut aussi avoir des symptômes cardiovasculaires. Le rythme cardiaque peut être très bas. Et symptômes neurologiques, physiologiques, la personne peut perdre le sens, se demander où elle est, perdre un peu le fil de la réalité, perdre connaissance, etc. L'anaphylaxie, c'est généralement deux symptômes de l'organisme qui sont touchés. Souvent, ce qu'on va dire, c'est une réaction mineure, par exemple, une réaction cutanée, quand elle est accompagnée d'un autre symptôme, donc on tombe dans deux systèmes de l'organisme, à ce moment-là, on parle d'anaphylaxie, on ne se pose pas la question, on injecte. Ceci dit, ce n'est pas toujours facile à identifier. Les symptômes peuvent apparaître quelques minutes, pour la plupart du temps, des fois quelques heures après, peuvent être pris pour une crise d'asthme. Donc, vraiment toujours surveiller les 5 groupes de signaux que vous voyez devant vous. Le traitement d'urgence, c'est l'épinéphrine, donc c'est une dose d'adrénaline. C'est le seul traitement efficace en cas de réaction. On dit qu'on a l'auto-injecteur dans une main et on compose 911 de l'autre. C'est vraiment la procédure à suivre en cas de réaction allergique grave. Les auto-injecteurs se présentent sous deux marques. La première, c'est EpiPen, vous la connaissez, ça fait une vingtaine d'années qu'elle est sur le marché. La dose enfant va jusqu'à environ 66 livres, on dit ici. C'est 15 mg d'épinéphrine. La dose adulte, c'est le double et ça commence à 66 livres, donc au-dessus de 30 kg. Exactement la même médication sous un autre emballage avec une fonction parlante, donc une voix qui vous guide dans l'auto-injection, c'est l'Allergex. C'est un nouvel auto-injecteur, ça fait environ 2 ans qu'il est sur le marché. Le même principe pour le poids, donc version adulte à 0,3 mg, 66 livres et plus, et 15 mg pour les enfants de 33 à 66 livres. Quels sont les facteurs qui pourraient augmenter le risque d'une réaction anaphylactique, donc une réaction allergique sévère? S'il y a présence d'asthme mal contrôlé, en fait, une personne chez qui une allergie alimentaire va se déclarer lorsque l'asthme est mal contourné peut être fatal. Donc, c'est vraiment un symptôme à considérer si votre enfant semble asthmatique, si lorsqu'il a des rhumes, il semble moins bien s'en sortir que d'autres, c'est difficile, la toux persiste pendant plusieurs semaines. Tout à l'effort, etc. Consultez votre pédiatre qui vous enverra probablement voir un pneumologue, travaille de pair avec les allergologues et vous pourrez à ce moment-là contrôler l'asthme mais être certain qu'au moins, en cas de réaction allergique, peut-être qu'il n'y aura pas de composante respiratoire qui va être ajoutée à ceci. Évidemment, on ne souhaite pas de réaction allergique. Ceci dit, si l'asthme est mieux contrôlé, les chances d'une invasion au niveau respiratoire sont moins importantes. Quand on attend trop pour utiliser l'auto-injecteur, EpiPen ou Allerject, les cas recensés d'allergies graves quand les gens ont succombé, c'est qu'on a trop attendu ou on a tout simplement injecté, ne pas injecté pour toutes sortes de raisons. Quand il y a des cardiopathies sous-jacentes, ça veut dire quand la personne a un problème cardiaque, un antécédent, ou d'autres sortes d'antécédents d'anaphylaxie, qui constituent quand même un facteur qui peut prédire vraiment les réactions futures. C'est-à-dire que si une personne est à risque d'anaphylaxie, a fait un choc dans sa vie, à surveiller évidemment de très près, la personne risque d'en faire d'autres s'il y a exposition à cet allergène.
C'est les gens de 0 à 19 ans qui présentent l'incidence la plus élevée d'anaphylaxie. Puis les aliments constituent la cause la plus courante d'anaphylaxie chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. C'est un tableau que je vais vous envoyer demain ou après-demain avec la présentation que je vous montre aujourd'hui. C'est un tableau qui a été conçu par Dr Gagnon, qui est allergologue à Québec, au CHU de Québec. Je trouve que ça résume vraiment bien ce que je viens de vous montrer. Donc, si j'ai l'apparition soudaine de un symptôme dans 2 de ces catégories, là, je pense que ma webcam vient d'arriver. Bonjour. Je vais aller vous l'enlever. Je vais vous la remettre tout à l'heure. Ça sera pas long. Désolée, mon ordinateur fait des siennes un peu. Ça sera pas long. Désolée, je veux juste être certaine que vous voyez mon écran. Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez toujours mon écran parce que moi, je vois ma webcam ouverte, mais mon écran est bloqué? Si quelqu'un peut juste me répondre si vous voyez toujours. Je vois les deux. Merci, Josiane. Je vais essayer de vous enlever ma webcam, mais mon ordinateur aujourd'hui, je pense qu'il ne veut pas m'accorder ou un ou l'autre quand je le demande. Alors, je suis pas capable de vous l'enlever. Ça va bien, tout à l'heure, j'arrivais pas à la mettre, j'arrive pas à l'enlever. Donc, je retire les questions ici, je retire ceci. Si vous me voyez les deux, vous voyez au moins l'écran, il n'y a pas de problème. Je peux faire une démonstration d'auto-injecteur tout à l'heure. Donc, ce que je disais, c'est que ce tableau-là, il est assez pratique pour vraiment à utiliser avec parcimonie. C'est-à-dire qu'il faut l'expliquer à la personne à qui vous le présentez. Si j'ai l'apparition soudaine d'au moins un symptôme dans ces 2 catégories, donc digestif, respiratoire, bouche, peau ensemble ou relié à ma tension artérielle, si j'ai un symptôme, je traite ça comme une réaction mineure, j'observe. Si j'ai au moins 2 symptômes, donc un symptôme dans 2 catégories, je traite comme une réaction sévère. Prendrez le temps de le regarder. Là, quand on parle de système digestif, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vomissement, diarrhée, crampes au ventre, respiratoire, j'ai un petit peu plus d'exemples que ce que je vous disais tout à l'heure, bouche et peau. Puis, tension artérielle, là, ça peut être aussi évanouissement, somnolence, une grande faiblesse. Apprenez à les identifier, les reconnaître. Malheureusement, l'anaphylaxie ne se présente pas toujours de la même façon. Je vais vous l'envoyer dans un document séparé. Donc, une réaction est provoquée par un contact avec l'allergène. Ça peut être une ingestion orale, c'est ce qui se passe la plupart du temps. Les gens vont ingérer l'allergène et par la suite, la réaction va être provoquée dans les minutes qui suivent. Il peut y avoir un contact avec la peau. Surtout, il y a beaucoup de jeunes enfants qui ont la peau sensible, qui font un peu d'eczéma. À ce moment-là, un contact avec la peau, on va dire que l'enfant est allergique au contact. Donc, c'est possible. Habituellement, on surveille. S'il n'y a pas eu d'ingestion, on surveille. Il y a des antihistaminiques qui peuvent calmer, mais on ne le recommande pas présentement. Là, les nouvelles recommandations, c'est plutôt d'observer si l'enfant n'est pas inconfortable et parce que l'antihistaminique risquerait de cacher certains symptômes internes, etc., qui pourraient mener à l'anaphylaxie. Quand on parle d'être allergique à l'odeur, ben en fait, c'est l'inhalation de la vapeur, la pulvérisation aussi, ou la présence de particules dans l'air qui sont moulues. La poudre de lait, les poudres d'amande, poudre d'arachide, etc., c'est très volatile. C'est assez facile dans une usine de se propager, même s'il y a un bon nettoyage. Donc, il peut avoir des traces, mais il peut aussi avoir une inhalation. On ne peut pas réellement être allergique à l'odeur. Je réponds des questions que je vais vous parler tout à l'heure, mais c'est vraiment à l'inhalation des microparticules. Donc, c'est à faire attention quand même à la subtilité. Mais certaines personnes peuvent réagir lorsqu'ils sentent un allergène parce que des microparticules sont entrées dans leur voie nasale. On évite le contact avec les éléments déclencheurs, évidemment. Un petit quiz, vrai ou faux. Je ne pourrais pas vous entendre les répondre, mais vous pouvez quand même le faire de votre côté. Un aliment qui ne fait pas partie de la liste des 10 allergènes prioritaires ne pose pas de risque d'anaphylaxie. Est-ce que selon vous, c'est vrai ou faux?
Eh bien, c'est faux. Un aliment, ces aliments-là, les 10, vont causer 90-95% des réactions allergiques, mais n'importe quel aliment peut causer une réaction allergique. D'ailleurs, dépendant des pays, des continents, etc., c'est pas les mêmes allergènes qui sont recensés. Certaines personnes vont réagir en Orient, exemple, au sarrasin, en Europe, plus à la moutarde. C'est vraiment des allergènes qui sont présents depuis longtemps. En Amérique du Nord, on parle beaucoup de l'arachide depuis longtemps. Et de plus en plus, on a des gens allergiques aux tomates, à la coriandre, toutes sortes d'aliments qui contiennent très, très peu de protéines, mais qui peuvent quand même faire réagir certaines personnes. L'autre question. Une allergie alimentaire se manifeste toujours au premier contact avec l'aliment allergène. Pensez que c'est vrai ou faux? Eh bien, c'est faux. Une allergie alimentaire, malheureusement, peut se déclarer n'importe quand, sans qu'on soit préparé, sans qu'on s'y attende. On a tous un oncle, une tante, quelqu'un d'éloigné dans notre famille qui a mangé pour la première fois des crevettes à un repas au restaurant et puis qui est senti mal, qui s'est étouffé, la gorge enflée, même parfois anaphylaxie. Donc, à prendre au sérieux si on a des antécédents qui pourraient mener à des allergies alimentaires, donc allergies autres, asthme, eczéma, etc., on est quand même plus propice à développer des allergies alimentaires. Ça peut arriver en tout temps. Ça peut ne pas arriver aussi. Et on peut les perdre, ceci dit, pour certaines allergies alimentaires. Une solution désinfectante ou antibactérien. Est-ce que c'est efficace, oui ou non, pour retirer la présence d'allergènes? C'est pas très efficace. Ce qu'on recommande, c'est les utiliser en cas de réel besoin, mais si vous êtes capable d'avoir de l'eau savonneuse, c'est ce qui va nettoyer le mieux. Donc, les petites lingettes antibactériennes, nettoyantes pour bébé, etc. C'est pas trop mal, mais il risque d'avoir toujours des protéines. Donc, eau et savon, le meilleur remède pour se débarrasser des allergènes sur les surfaces. Là, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc l'odeur d'un aliment peut-elle déclencher une réaction allergique? Regardez la réponse qu'on donne. C'est faux. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment des particules en suspension. Ceci dit, à ne pas sous-estimer, certaines personnes vont réagir proprement dit à l'odeur, mais en réalité, c'est vraiment des microparticules. On est rendu dans le vif du sujet. À l'école, comment fonctionner quand on a des restrictions alimentaires? Est-ce que justement, on demande aux établissements de bannir les aliments de façon préventive? Il y a des écoles qui bannissent les noix, les arachides, mais de plus en plus, on va voir que ces écoles-là vont bannir aussi parfois le poisson, les œufs, les produits laitiers, etc. dans certaines classes où il y a des élèves allergiques. Le côté positif de ceci, c'est que c'est sûr qu'il y a une diminution des allergènes courants sur les lieux. Donc, quelqu'un qui est allergique aux noix arachides va se retrouver à être beaucoup moins confronté ou à peu près pas à ces allergènes. Je dis à peu près pas, c'est parce que par moment, il peut y avoir des erreurs et puis on compte vraiment sur la collaboration des gens pour ne pas apporter d'allergènes. Le côté négatif, puis il y en a plus d'un, c'est que ça apporte un faux sentiment de sécurité. C'est-à-dire que justement, vous comptez sur les autres pour ne pas avoir d'allergènes. On ne sait pas. Un produit laitier, là, pour certaines personnes, c'est un verre de lait. Ils oublient que le petit craquelin avec du fromage à la crème, c'est aussi un produit laitier. C'est pas nécessairement pour mal faire, évidemment. Ces personnes-là ne sont tout simplement peut-être pas renseignées. La bartende écrit en petit contient 2 points noirs qui a été glissé dans le sac à dos le matin par mes gardes. On peut pas s'y fier à 100%. Ceci dit, pour certaines personnes, ça peut représenter un dialogue négatif, c'est-à-dire qu'on retire des allergènes de gens qui n'ont pas d'allergie alimentaire. Est-ce qu'on protège réellement la personne contre les accidents? Il y a quand même d'autres allergènes. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait de plus en plus d'allergènes présents. On sort des 10 allergènes principaux, on sort des noix et des arachides. Je reviens sur l'erreur des parents. Je pense que c'est pas vraiment une protection contre les allergies. Puis, c'est difficile à contrôler de façon rigoureuse. Il y a certaines écoles qui le font très bien, qui vont isoler l'enfant pour qu'il mange son lunch si jamais il y a présence d'allergènes. Mais c'est quand même assez difficile à contrôler, compte tenu que les ratios, c'est souvent 1 pour 20, 1 pour 30 sur l'heure du dîner. Donc, notre prise de position à l'association, c'est que c'est un petit peu difficile là, de voir vraiment que un côté positif à ceci. On parle de mettre plutôt l'accent sur la sensibilisation, l'éducation, plutôt que sur les restrictions alimentaires. C'est pas toujours facile. On parle d'éduquer son enfant dès le plus jeune âge. Il y a des âges qui sont difficiles. Il y a des enfants qui comprennent moins bien que d'autres. Pas qu'habituellement, les allergies qui affectent l'enfant,
ça va développer chez ces enfants-là un grand sens de responsabilité par rapport à leur alimentation, mais quand même, si vous êtes capable de les sensibiliser le plus tôt possible, c'est probablement une meilleure protection à long terme. Comment on prend en charge puis on se prépare pour la rentrée de l'enfant qui est allergique? La prévention, le meilleur remède. Il n'y aura jamais de risque zéro. Je crois que quand on est allergique puis on mange, on sait qu'il y a toujours un risque, que ce soit des surfaces contaminées, le transport, la manutention, des rappels. On en a vu quelques-uns au cours des dernières semaines. Donc, il n'y a pas de risque zéro, mais on contrôle le plus de choses qu'on peut par l'organisation. On s'adapte, on en prépare le plus possible et on communique. Ça, c'est quelque chose de très important, la communication. On va y revenir avec les écoles, entre autres. Comment on se prépare? Le plan d'action, ça, j'avais hâte de vous le montrer. Je pense que ça résume extrêmement bien ce que je vais vous dire aujourd'hui. On parle d'une responsabilité qui est partagée entre les intervenants et la direction. Quand je dis intervenant, là, c'est du chauffeur d'autobus au brigadier qui remercie à la fin de l'année les enfants avec des bonbons, les remplaçants, les professeurs de musique, professeurs de gymnastique, professeurs de service de garde, accompagnants pour les sorties, les autres parents, etc. Donc, tous ceux qui interviennent autour de vos enfants, les bénévoles, et la direction, qui joue quand même un gros rôle, dépendant de la grandeur de votre école, là, puis à quel point le directeur est impliqué. On a des parents et des élèves dans ce graphique-là qui sont probablement les portes d'entrée pour l'information. Tout ce beau monde-là va se partager une responsabilité. Pour éviter, donc, on surveille l'enfant au moment de la prise des repas et de la collation. Évidemment, en début d'année, vous rencontrez les gens qui vont être en charge de vos enfants et vous leur proposez une façon de faire pour les repas, les collations. Est-ce que l'année dernière, en maternelle, pour ma fille est allergique entre autres aux produits laitiers. Elle est allergique aussi aux œufs et aux arachides, mais on se disait qu'avec 22 élèves en classe maternelle, elle comprend bien, mais c'est quand même difficile de gérer les allergies alimentaires. Puis nous, on avait fait le choix comme parents de ne pas demander aux parents de restreindre la boîte à lunch des enfants non allergiques. Mais au moment de la prise de la collation qui se faisait dans la classe, la professeure avait eu une brillante idée. Je la remercie encore aujourd'hui, Geneviève. Elle avait décidé de créer une table de produits laitiers. Donc, les enfants ouvraient leur boîte à lunch, ils identifiaient leur collation si elle était un produit laitier ou non. Si elle était un produit laitier, il devait aller s'asseoir à la table qui était jaune. Donc, tout ça pour dire qu'au lieu que ma fille soit isolée avec son allergie parce qu'elle ne prend pas de produits laitiers, eh bien, elle était plutôt assise aux 4 autres tables, divisée avec ses amis qui n'avaient pas de produits laitiers. Donc, ils ont fait presque un jeu avec ça toute l'année. Il y a eu des remplaçants par moment, ils le faisaient sans même en parler aux remplaçants. On a même entendu que certains enfants demandaient de ne pas avoir de ficello ou de minico parce qu'ils voulaient s'asseoir avec Victoria. Donc, ça a été tout un beau cheminement cette année-là. Je trouve que ça a été une belle façon de travailler. Cette année, en première année, pour nous, c'est impossible de faire comme ça. C'est des bureaux qui sont 2 par 2. Donc, on a développé d'autres stratégies. On interdit l'échange ou le partage de nourriture. Ça, je pense qu'en 2015, on n'a plus vraiment de problème. On répète ça beaucoup aux enfants. On limite les allergènes dans les distributeurs automatiques. On parle plus des jeunes qui sont au secondaire. Malheureusement, on va encore trouver des fois des distributeurs automatiques de bâtons avec des arachides, etc. C'est quand même facile à éviter puis à remplacer par des aliments moins transformés ou qui contiennent moins d'ingrédients. On essaie d'utiliser des récompenses non alimentaires, par exemple les chocolats chauds, les petits colliers faits avec des céréales ou autres, la confection d'un pot à biscuits, etc. Donc, on essaie, là, si on est capable de faire des récompenses qui sont non alimentaires. Attention à l'utilisation de nourriture dans la classe pour du bricolage et des expérimentations. On a un article là-dessus sur le site de l'association. C'est vraiment divisé par allergène. Donc, par exemple, la pâte à modeler contient du blé. Beaucoup de professeurs vont mettre la peinture dans des petits contenants recyclés d'œufs, etc. Donc, gérer avec ces personnes-là le risque qui pourrait affecter votre enfant. Trouver des solutions, il y en a toujours. On peut interdire de manger dans les autobus scolaires. Habituellement, c'est ce qui est proposé. Peut-être glisser une petite note au chauffeur en début d'année pour qu'il soit un petit peu plus vigilant si votre enfant prend l'autobus. Nettoyer rigoureusement les surfaces contaminées. Habituellement, le service de garde ou le service de dîner le midi sont vraiment assez bons là-dessus, surtout quand il y a des classes qui sont utilisées maintenant, beaucoup de locaux qui sont manquants.
Les enfants vont manger dans des classes, donc c'est vraiment une façon rigoureuse de travailler. Habituellement, ils le font bien. Encourager les enfants à se laver les mains avant et après avoir mangé. On communique avec tous les intervenants. Tout à l'heure, je les ai pas mal tous nommés, parce que j'en ai oublié peut-être les éducateurs spécialisés. Mais vraiment, communiquer avec tout le monde. Rencontrez-les en début d'année, glissez un petit mot. Soyez sûr que le plan d'urgence individualisé circule. Je pense que vous aurez fait une grande partie de la communication dès le début dans tous les classes. Pour le parent, informez-vous, informez l'école des allergies de votre enfant avant la rentrée. Vous prendre un rendez-vous avec le professeur de votre enfant, le service de garde, la direction. C'est souvent une réunion qui va se faire à 3, où le service de garde peut être rencontré séparément, où la direction peut initier la rencontre. Vraiment, je pense qu'à la base, c'est vraiment avec le professeur de votre enfant qui, lui, pourra peut-être faire circuler l'information et ou au service de garde ou à la direction. Remettez à l'école une lettre du médecin de l'enfant avec une description détaillée de son allergie. Ça, c'est le protocole. Je vais vous le faire suivre et sur notre site web aussi, je vais vous l'envoyer. Ça va être un des 3 documents que je vous envoie. Ça inclut la photo de votre enfant. Ça devrait être tout le temps affiché bien en vue. C'est pas compliqué. Il devrait être soit à l'infirmerie, au secrétariat, au service de garde, en quelque part où, par exemple, les médicaments sont conservés, qui n'est pas sous clé, et qui est accessible le plus longtemps possible dans la journée. Donc là, on le sait, les infirmières scolaires sont là peut-être une journée, 2 jours par semaine, les écoles privées un peu plus. Probablement que le meilleur endroit de façon générale, là, ce serait le service de garde. Parce qu'ils sont ouverts actuellement 10 à 11 heures par jour, il y a toujours quelqu'un. Donc, voyez comment c'est fait dans votre école, puis votre médecin peut le signer. Fournissez à l'école les médicaments non périmés. À l'heure qu'il est, si vos enfants ont commencé l'école, ils devraient tous avoir envoyé leurs médicaments. Nous, ça a été fait cette semaine. C'est un renouvellement des pompes à asthme, renouvellement de auto-injecteurs d'épinéphrine, si le lieu des chambre à air, aussi peut-être antihistaminique, est-ce qu'il y a autre chose? Je pense que ça fait le tour pas mal là, pour la pathologie des allergies asthme. Donc, écrivez le nom de l'enfant, n'oubliez pas les prescriptions, puis allez porter ça. Mettez en place un plan pour les excursions, les sorties et les autres événements spéciaux. C'est important d'en parler avant que ça arrive. Souvent, la veille, on va être un peu pris de court. Parlez-en avant. Il faut aussi une connaissance spéciale. Nous, on a fait ça encore cette année. Là, on le laisse au professeur. Si jamais quelque chose dans l'année se passe et puis qu'on a à donner quelque chose aux enfants, ben, que votre enfant ne se sente pas mis de côté puis que le professeur ne soit pas tenté de lui en donner un. Laissez-en un petit sac avec une barre tendre ou quelque chose fait maison congelé ou une petite collation qui va être mise de côté pour votre enfant. L'enfant allergique, bien sûr, ça va changer selon l'âge de l'enfant, mais on se dit là, que rendu au primaire vers 5 ans, 6 ans, l'enfant devrait être capable d'avoir en sa possession en tout temps son auto-injecteur d'adrénaline. S'il le prend tout le temps avec lui, qu'il sache où il est. Est-ce que c'est dans son sac à dos? Est-ce que c'est au service de garde, à l'infirmerie? Idéalement, c'est un sur soi. Si vous êtes capable de vous en procurer un deuxième pour le laisser, comme je vous dis, là, probablement pas le sac à dos, probablement plus au service de garde, faites-le. Ça vaut vraiment la peine. On ne sait jamais. Je ne sais plus combien de fois j'ai couru à l'école l'année dernière. Ma fille avait oublié de l'attacher à sa taille. Elle avait 5 ans, elle était en maternelle, je courais à l'école, mais j'en avais quand même un dans son sac à dos et au service de garde. Le présentement, on a juste service de garde et sur elle. Ça fait quand même 2 si votre enfant a besoin d'être injecté une deuxième fois. Donc, on le suggère si vous êtes capable. Évitez de consommer des aliments dont on ne connaît pas la provenance. Évidemment, là, c'est vraiment quelque chose à apprendre à son enfant. Je vous informe là, pas de quelque chose de nouveau, je pense, aujourd'hui. Savoir reconnaître les premiers symptômes d'une réaction allergique pour votre élève là, allergique, ceux qui sont à l'école, ou pour votre enfant, les parents, c'est important de la remontrer. Si ta gorge serre après avoir mangé quelque chose, si tu as des rougeurs, si tu plaques, si tu as de la misère à respirer, c'est des symptômes. Les enfants sont pas toujours en mesure de comprendre quand ils sont en réaction anaphylactique, mais parlez-en et qu'ils en parlent à leurs amis pour être certains qu'ils sont accompagnés de gens. Ça revient à mon prochain point, justement. Informer son cercle d'amis de la procédure en cas de réaction allergique. Les enfants ne sont pas trop jeunes pour savoir qu'ils ont un ami allergique, c'est important. C'est sûr qu'ils ne pourront pas savoir comment auto-injecter avant encore probablement la fin du primaire, là, mais au moins leur expliquer qu'ils ont un petit ami allergique, puis comment on signale s'il arrive quelque chose. Utiliser des stratégies pour contrer les moqueries, répondre aux questions des curieux. Il y a souvent des psychoéducateurs à l'école si votre enfant vit de l'intimidation. N'hésitez pas à en parler s'il y a des moqueries, s'il y a des questions. Il existe des livres pour expliquer les allergies alimentaires rapidement. Ceux qui veulent, je pourrais vous envoyer 2 ou 3 titres.
il y a beaucoup d'informations qui peuvent circuler à ce sujet-là. Puis des fois, c'est simplement une moquerie à cause d'un enfant, pas nécessairement mal intentionné, mais mal renseigné. J'ai entendu une fois dernièrement d'un petit garçon qui a fait rire de lui parce qu'il avait un sac à main à la taille, puis c'était son auto-injecteur d'adrénaline. Puis les parents ont super bien intervenu. Ils ont fait presque une blague avec ça, un peu qu'est-ce qu'était un sac à main, puis pourquoi lui c'est important. Ils ont fait un petit dessin. Puis finalement, je pense que l'enfant qui rit un peu avec ça a compris la sévérité de la chose. Puis ça peut être réglé quand même assez facilement avec la collaboration des autres. Comment on prévient? Donc, encore une fois, on revient sur pas partager, pas échanger des breuvages des aliments. Bien maîtriser le vocabulaire en lien avec les allergies alimentaires. Être capable, vous, d'expliquer, lui, c'est une réaction allergique, c'est son système immunitaire. Voici les causes, voici les conséquences, voici comment on agit. Vous prenez vraiment votre façon, vous êtes capable de l'expliquer pour l'enfant la même chose. Peut-être que vous pouvez apporter un bracelet d'identification à votre enfant. Il y a Médicalerte qui en fait, il y a aussi d'autres marques qui en font des très jolis pour enfants. Donc, ça peut être intéressant si vous travaillez en milieu scolaire, puis pour vous, c'est intéressant parce que l'école est grande, etc. Vous pouvez le proposer aux parents si vous pensez que ça peut faciliter les choses. Vous pouvez aussi adopter des bonnes pratiques d'hygiène à la maison aussi pour encourager l'enfant à se laver les mains souvent. Puis, consommer juste des aliments qui sont fournis par le parent. Ça s'adresse vraiment aux jeunes enfants. On apprend à nos enfants à lire l'étiquette. Ça va vraiment les aider pour les années à venir. Puis, on adopte un comportement sécuritaire si des repas sont servis à l'extérieur du lieu habituel. On envoie le lunch, puis on leur explique comment le prendre de façon sécuritaire. Les dirigeants, ayez toujours une copie du dossier de l'enfant à jour. Donc, ce dossier-là devrait inclure les formulaires, les renseignements médicaux. Vous avez tout ça dans le guide d'anaphylaxie pour les écoles et autres milieux. Normalement, la 3e version est sortie. On peut la télécharger sur notre site web aussi. Mais normalement, vous pouvez procurer des copies de papier. Vous avez reçu ça par votre infirmière scolaire. Gardez une copie à jour en début d'année. Rendez accessible les formulaires en lien avec les allergies dans la salle du personnel, à votre bureau. Là, vous pensez que c'est important que ça soit vu. Veillez à ce que tout le personnel, y compris les surveillants des repas, les remplaçants, soient informés pour pouvoir identifier les symptômes d'anaphylaxie puis intervenir s'ils ont besoin. Il y a un protocole d'urgence uniforme dans tous les cas d'allergie. Tout à l'heure, en début de présentation, j'avais de la difficulté avec ma webcam puis mon écran. J'ai oublié de vous dire que, je fais une petite parenthèse, les écoles au Québec n'ont pas de protocole. On n'a pas une seule voie standardisée qui nous permet de gérer l'anaphylaxie, donc les allergies graves dans les écoles. Là, notre association, on travaille sur un protocole. On fait un projet pilote présentement avec une 12aine d'écoles au Québec. On commence, là, c'est notre première année. On aimerait ça l'implanter dans les écoles d'ici 3 ans. D'ici là, c'est pas fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ça fonctionne selon le bon vouloir des commissions scolaires ou des écoles. Les écoles vont retirer les allergènes, d'autres non. Certaines vont décider de retirer l'enfant pendant l'heure du repas, d'autres non. Certains vont avoir les copies du dossier de l'enfant à jour, d'autres vont compter sur le parent. Donc, vraiment, les dirigeants, si vous êtes capable d'implanter un protocole d'urgence uniforme pour tous les cas d'allergie alimentaire, on peut vous aider aussi. On a des formations à l'association pour ça. Passez en revue les procédures, assurez-vous que tout nouveau personnel régulier remplaçant soit formé, mis au courant de la situation d'un enfant allergique. Habituellement, qu'est-ce qu'ils font les infirmières scolaires quand ils entrent en poste? J'ai appris ça cette semaine. Il y a un système d'étoiles souvent à l'école, puis quand l'enfant a 2 ou 3 étoiles, ça dépend des écoles, ils sont considérés comme un enfant avec des besoins particuliers. Puis si l'infirmière a besoin de rencontrer le titulaire, le professeur, la direction, on va le faire en priorité pour ces enfants-là. Donc, renseignez-vous sur l'information aussi qui est donnée. Puis pour les dirigeants, si vous avez besoin d'aide, demandez aux parents de collaboration. On a souvent des auto-injecteurs de périmée à la maison. Moi, je l'ai fait la semaine dernière. Je suis allée pratiquer avec la nouvelle éducatrice de ma fille qui a l'air bien informée des allergies, mais qui avait comme une peur d'injecter. Donc, je lui ai proposé de se pratiquer sur un citron. Elle l'a fait, puis je pense que ça allait mieux après. Donc, ça peut être une belle façon aussi de casser la peur. Ils n'auront probablement jamais injecté votre enfant, mais juste casser la peur de l'aiguille. Puis si on y va doucement, puis on fait attention, ils peuvent l'avoir, l'aiguille, puis voir qu'elle n'est pas si grosse que ça. Donc, parfois, c'est vraiment juste une peur, une hésitation. Donc, pour ceux qui ne sont pas ici à l'écoute, l'infirmière scolaire ou autres qui sont habitués de pratiquer ce geste, n'hésitez pas à le pratiquer. Faites un suivi régulier auprès des enseignants qui ont des enfants allergiques. Ça revient un petit peu à ce que je viens de dire. Je crois que j'en ai sauté un. C'est assurez-vous que les politiques de sécurité en matière de gestion des allergènes sont mises en application, surtout à l'heure des repas et lors d'événements spéciaux. C'est vraiment quand on sort de la routine que les allergies alimentaires deviennent plus difficiles à gérer.
Les dirigeants, minimiser ou diminuer, là, éliminer, si vous pouvez, les allergènes dans les salles de classe. Prenez au sérieux tout symptôme d'allergie ou d'anaphylaxie. Attendez pas trop pour surveiller l'évolution. Une petite apparition de boutons ou d'inconfort chez un enfant allergique, c'est peut-être le début d'une cascade. Surveillez-le, isolez-le, amenez-le dans votre bureau, surveillez-le, puis encouragez-le à en parler rapidement à son entourage. Bon, lavage de main, on en a parlé. Communiquer aux autres élèves et à leurs parents quels sont les risques associés aux allergies. Certains vont faire un petit speech devant les parents en début d'année. D'autres parents préfèrent envoyer une lettre. D'autres, des fois, ce sont les dirigeants qui vont dire attention, il y a un enfant allergique dans votre classe. Juste passer le mot. Vraiment question de sensibiliser un peu les gens à ce que vivent les enfants. Éviter d'avoir des aliments allergènes lors d'événements spéciaux, puis parler aux parents d'allergiques avant la tenue d'un événement spécial. Ça, c'est toujours super apprécié, je pense. Ça, c'est le plan individualisé que je vais vous envoyer. Il peut être affiché dans la classe, dans l'agenda de l'enfant, quoique ça, c'est pas très, je pense, plutôt dans le cahier là, de l'enfant, journal de bord, on dit ici. Salle des professeurs, service de garde, cafétéria. Puis dans la classe, des fois, à l'entrée de la classe, ça peut être intéressant. En haut, à droite, on voit les allergènes cochés, les médicaments, la date d'expiration. Je sais pas la dernière version, par exemple, qui a été mise à jour, donc Twinject devrait être retiré de là. Il n'existe plus. Puis vous pouvez indiquer s'il y a présence d'AS, les personnes à contacter en cas d'urgence. Il y a un petit résumé de l'acte à prendre là, en cas de réaction, puis quelles sont les réactions. Vous pourriez joindre au verso de ça, faire une copie recto verso, puis mettre l'autre petit plan que je vous montrais tout à l'heure de Dr. Gaillon. Puis n'oubliez pas la photo, puis le nom de votre enfant. Photo en haut à gauche, nom en haut à droite. Ça, vous le trouvez sur notre site web. Je vais vous l'envoyer. Puis, vous l'avez aussi pour les dirigeants, les infirmières scolaires. Vous l'avez dans le guide d'anaphylaxie dans les écoles et autres milieux. Vous pouvez faire une copie. Quelques petits trucs et astuces pour les lunchs. Donc, vous voyez, en haut à gauche, on a un petit napperon. Ça peut être intéressant. Couleur de vaisselle différente, napperon, autre. Parlez un peu avec les parents. Voyez ce qu'ils désirent. Est-ce que l'enfant est toujours assis au même endroit? Est-ce qu'il veut être identifié d'une façon différente? C'est vraiment à vous de voir, mais ça peut être intéressant. Il y a des petites boîtes à lunch spéciales qui existent. J'ai mis deux exemples au milieu. Celle de gauche est un peu spéciale parce qu'il y a une étiquette sur le côté, donc c'est facile d'indiquer les allergènes. Celle de droite, nous, on l'a depuis quelques années. On l'aime beaucoup. Ça s'appelle Bento Box. Je ne sais pas s'il y a un mot vraiment français, là, mais une boîte compartimentée. Puis ça vous permet vraiment de mettre vos vinaigrettes maison à côté. Ça fait une variété. C'est intéressant. Nos enfants, s'ils mangent à l'école seulement avec des allergies multiples, il n'y a pas vraiment de possibilité de prendre des repas chauds. Donc, ça fait une variété dans les lunchs. Super pratique. Les enfants aiment ça, surtout en bas âge. À droite, ce sont des petites pochettes réutilisables. Vous pouvez mettre des compotes de fruits, légumes, des smoothies, des yogourts différents. Là, si vous ne pouvez pas donner à votre enfant des yogourts de base à base de produits laitiers, ou si vous voulez les faire maison ou autre, c'est super pratique, ça se lave bien, ça s'ouvre par en dessous, ça va au lave-vaisselle. Le bon thermos à utiliser de façon optimale, ça fonctionne, encore chaud à l'heure du midi. Au milieu, ici, des fois, ils vont faire des déjeuners à l'école. Il y a des enfants qui travaillent leur anniversaire. Ils vont célébrer d'une certaine façon. C'est pour tenir les petits cupcakes, les petits gâteaux, les identifier pour l'enfant qui a des allergies alimentaires. Donc, il est dans un compartiment isolé. Puis vous avez en bas à droite, la dernière image, c'est un bar de soya. Ce que je trouve intéressant, cette marque-là, qui se trouve un peu partout au Québec maintenant, c'est qu'il y a des petites étiquettes détachables qui disent je ne suis pas du beurre d'arachide, je suis 100% sans arachide, sans noix, je suis un beurre de soya. Donc ça, c'est intéressant. Si vous décidez d'en envoyer, la plupart des enfants vont pas voir la différence. Puis une fois de temps en temps, le petit sandwich beurre de soya, banane ou confiture, les enfants adorent. Puis vous pouvez coller ça. Vous avez quelques étiquettes qui viennent avec le pot, sont détachables, sont collantes. Ça vous permet vraiment d'identifier que vous n'avez pas envoyé d'arachide à l'école s'il y a une politique telle ou si votre enfant est allergique. Là, on est aux étiquettes. Je voulais juste vous montrer qu'est-ce qui se fait. À gauche, c'est des étiquettes plus spécialisées avec le nom. Ça va au lave-vaisselle, hyper pratique. Nous, on en met partout. On en a pour le sac à dos, pour les contenants, les bouteilles, etc. Vraiment pratique. Puis, on peut aussi en faire. Donc, j'ai des allergies. Attention, stop. Telle personne est allergique à telle chose. Et ça se met aussi bien accroché sur la boîte à lunch ou sur le thermos ou autre pour pas que l'enfant se mélange, surtout si l'enfant doit faire réchauffer son lunch, etc. Donc, des fois, il y a des plats qui sont
similaires à d'autres. Encore une fois, dans mes recommandations, c'est choisir quelque chose d'unique. Un, votre enfant va être content, va le trouver vraiment particulier. Puis deuxièmement, probablement qu'il y a beaucoup moins de risques qu'il se mélange. Je vous ai mis quelques petites idées de collation. Des fois, on manque d'idées ou quand on est intervenant à l'école, même des fois, les parents vont nous demander qu'est-ce qu'on peut bien préparer. On voit beaucoup de recettes circuler sur l'Internet, ces temps-ci de boules énergie passant de maison. Ça se fait super facilement, ça se congèle. Muffin gâteau, glisser des petits légumes râpés à l'intérieur, ça passe un peu incognito, puis c'est nourrissant. Il y a des mélanges de grains sans noix qui existent. C'est nourrissant, encore une fois, plein de protéines. C'est mélangé des fois avec des fruits séchés, vérifiez selon vos allergies alimentaires, mais il y a la marque Enjoy Life qui vend ça au Québec sous des gros formats. Si on peut les commander sur Internet, aussi des petits formats individuels, c'est vraiment super pratique. Je crois qu'il y a d'autres compagnies aussi qui en font. On parlait du beurre de soya tout à l'heure avec des craquelins ou sur un morceau de banane coupé. Puis il y a toujours les fruits frais. Des fois, on revient aux bases, on se dit, ben, moins les aliments sont transformés, moins évidemment, bon, il y a de risques et tout ça. Des fois, on a peur d'utiliser des nouveaux produits du commerce, mais un bon fruit le matin à 10-11 heures, sachant qu'il mange à 11h30 midi, ça peut être grandement apprécié. On est rendu à la période de questions. Ce que je vais faire, comme je n'ai pas d'assistant aujourd'hui, de modérateur, je vais aller juste chercher vos questions. J'en ai déjà reçu une ici. Ça ne sera pas long. Je vais juste aller couper mon écran. Bon, ça sera pas long. Encore une fois, mon ordi est un petit peu lent. Ce que je vais faire en attendant de pouvoir lire vos questions, je vais faire une démonstration d'auto-injecteur. Je vous ai dit que je vous le montrerai tout à l'heure, donc vous n'avez pas besoin de me voir. Là, ce que j'ai entre les mains, c'est un auto-injecteur d'adrénaline qui s'appelle EpiPen. Faites attention de ne pas le tenir comme ça, parce que vous pourriez vous tromper malgré les publicités qu'on entend qui vous expliquent vraiment le bleu vers le ciel, l'orange vers la cuisse. Vous pourriez vous tromper puis injecter carrément dans votre doigt. Un, perdre la dose, puis deux, ça peut être assez dommageable, là, des personnes qui ont été opérées, etc. Donc, tenez-le toujours de cette façon-là. Ça, c'est un bouchon de sécurité. Tant que vous ne l'enlevez pas, il n'y a rien qui se passe. On l'enlève, on le tient comme je vous l'ai montré, puis on injecte dans le côté de la cuisse, ça c'est un démo, pendant 10 secondes. Vous avez entendu le petit clic? C'est vraiment dans le muscle de la cuisse qu'on injecte. 10 secondes est terminée. C'est normal que vous ne voyez pas l'aiguille quand c'est un vrai parce qu'elle se rétracte, donc elle est retournée vers l'intérieur pour éviter un risque de danger. Deuxième auto-injecteur, ici, c'est l'auto-injecteur qui s'appelle Allergex. Si vous entendez. Ce démonstrateur ne contient pas d'aiguille ni de médicaments. Donc, ça vous parle. C'est un peu le même principe. Ça, c'est le bouchon de sécurité. On l'enlève. Placez l'extrémité noire. 5, 4, 3, 2, 1. Donc, celui-là, ça nous demande 5 secondes. Comme je disais tout à l'heure, même médication, même principe. Vous avez simplement à suivre les indications pour le deuxième. OK. Donc là, j'essaie de couper ma caméra et l'écran pour pas que vous voyez tout là, ce qui défile. Je vais y aller avec les questions. Tout d'abord, une première. Est-ce que la situation est la même dans les écoles publiques et privées? Vous avez glissé un mot sur les écoles publiques et privées. Est-ce que c'est géré de la même façon? C'est Thérèse. Donc, non, c'est pas géré de la même façon. C'est une bonne question. En fait, ce n'est jamais géré de la même façon d'une école à l'autre, comme je disais tout à l'heure.
Les écoles privées fonctionnent sans commission scolaire. Donc, c'est vraiment leur choix de fonctionner comme elles veulent. Elles ont des budgets, des fois, qui viennent de sources différentes. Elles peuvent avoir des auto-injecteurs au commun sur demande, parfois plus facilement, parfois dans un nombre moins limité. Ils ont une infirmière scolaire qui est là, en général, un petit peu plus souvent que dans les écoles qui sont publiques. Dans les écoles publiques, on fonctionne avec une commission scolaire, mais ça veut pas dire que parce qu'on a une commission scolaire, on fonctionne tous de la même façon. Donc, il y a parfois des contraintes budgétaires, il y a une infirmière qui n'est pas là tous les jours, donc c'est différent, mais vous voyez que finalement, en n'ayant pas de protocole, ça peut pas, ça fonctionne pas partout pareil. Donc, la prochaine question ici. On a une question concernant Benadryl, on dit antihistaminique dans un plan d'urgence, est-ce qu'il est inclus? Le médecin peut l'inclure, c'est une bonne question, c'est quelque chose qui peut s'avérer assez difficile à avoir à l'école présentement parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il peut y avoir des effets à l'utiliser, c'est-à-dire que ça peut masquer la réaction anaphylactique qui est en train de se développer, puis les écoles ont vraiment peur de ça en général parce qu'on leur demande d'interpréter des symptômes. Ceci dit, si votre enfant a tendance à réagir de façon cutanée, il ne pourra pas entrer dans le protocole traditionnel de l'école. On voit un point d'allergie et on injecte. Donc, avec votre médecin, vous en parlez, faites ajuster le plan d'intervention et vous expliquez si usage d'antihistaminique il y a. Ceci dit, vous pouvez aussi avoir un antihistaminique à l'école, demander qu'il ne soit pas utilisé, mais plutôt que vous soyez appelé et que l'enfant soit sous supervision. C'est un deuxième symptôme dans un deuxième sphère différente qui arrive, comme tout à l'heure dans le graphique que je vous ai montré, eh bien, on injecte. Alors, c'est un peu le mot d'ordre. Doit-on injecter l'épinéphrine si, par exemple, l'enfant est allergique au lait et un verre de lait se renverse sur la main et sur son bras et que celui-ci devient tout rouge et que des cloques apparaissent? C'est André qui demande ça. Je vais vous raconter une histoire qui n'est pas une belle histoire, mais qui se termine bien. C'est l'histoire de ma fille. Elle avait 2 ans et demi. J'étais sur le point d'accoucher de mon deuxième enfant et ma fille a reçu un verre de lait sur la peau. Elle était allergique anaphylactique au lait. En quelques secondes, elle est devenue boursouflée. Elle n'avait jamais fait de choc anaphylactique de sa vie. La garderie m'appelle. On a donné un antihistaminique. Ça ne fonctionne pas. On injecte, viens-t'en. Puis évidemment, comme n'importe quelle mère, j'étais paniquée au bout du téléphone. Comment ça se fait qu'une réaction peut dégénérer comme ça? Elle a juste reçu un verre de lait. Mais ça donne que ma fille avait probablement de l'eczéma cette journée-là un petit peu. Puis ça a attaqué vraiment son système sanguin. Elle a été en anaphylaxie, ils l'ont injectée. Elle a été sous oxygène pendant plusieurs minutes avec des pompiers en attendant les ambulances. Tous les traitements d'appoint à l'hôpital, etc. Ça a été le seul choc anaphylactique de sa vie, heureusement. Mais je dois vous dire qu'elles ont très bien intervenu à la garderie parce que le protocole n'était pas le même qu'aujourd'hui. Il y avait utilisation d'un antihistaminique, ça fait des années de ça. Déjà, les choses ont changé. Et aussi, je disais qu'à l'apparition de plaques rouges, on donnait un antihistaminique. Donc, c'est pour ça que je vous dis de modérer puis vraiment parler avec votre médecin. Donc, pour la question d'André, si c'est local et qu'il n'y a pas d'autres symptômes, je vous dirais d'observer. On appelle le parent est mieux placé pour observer tout le temps. Là, les cloques, est-ce que c'est des, je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire, ça s'est propagé partout, si c'est des crises d'urticaire vraiment locales. Donc, le mot d'ordre, si c'est local, un seul système, on observe, surtout cutané, là. Et puis, si ça touche plus de systèmes, on injecte. Parlez-en peut-être avec votre médecin. Je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire par les cloques, là, si ça s'est propagé ou si c'est local. Je vais aller à la prochaine question. Il y a une autre question ici sur le Benadryl. C'est Nancy, cette fois, qui la posait. Je pense que j'avais répondu tout à l'heure à la question du Benadryl d'une autre personne. En lien avec la question précédente, dans l'un des documents guides dans les écoles ou autres milieux, la fiche d'urgence est indiquée d'injecter, si je reprends mon exemple du lait, alors que la fiche que vous avez présentée représente 2 symptômes. Pas toujours évident en CPE de trancher. Ne devrait-on pas injecter pour ne pas prendre de risques? André, c'est une bonne question. C'est une question qui est excessivement difficile à répondre pour moi et je vous dirais pour les 68 allergologues du Québec. Je crois que malheureusement, cette question ne se répond pas en une soirée comme maintenant. Toutefois, je pense que cette question se répond selon un grand bon sens.
C'est-à-dire que si votre enfant est stable, qu'il a 4 points d'allergie sur le bras parce qu'il vient de recevoir des gouttes de lait, allez pas l'injecter. Il n'y a absolument rien d'autre qu'un petit système cutané, local, gros comme $1 sur sa main. Il n'y a pas lieu d'injecter. Si votre enfant se tord de douleur, vomit en plus 1 heure après, des plaques rouges derrière les oreilles, les organes génitaux gonflés, vous ne posez pas de questions, vous injectez. Moi, je pense qu'à la première apparition, surtout en CPE, que je vous disais tout à l'heure que les enfants de bas âge ont tendance à réagir de façon cutanée, façon assez importante cutanée, le mot d'ordre devrait être vous appelez les parents, vous observez l'enfant. Puis observation, là, c'est vraiment être certain que sa bouche n'a pas enflé. N'hésitez pas à la regarder dans son nez, dans sa bouche, de façon subtile, sans non plus stresser l'enfant, parce que ça peut être psychosomatique rendu là. C'est sûr qu'en cas de doute, on injecte. Ceci dit, quelques boutons d'urticaire ne peuvent pas causer un doute. Là. Si ça ne s'est pas propagé ailleurs, puis qu'il n'y a pas eu dans votre cas, c'est qu'il y a eu un lien avec un contact. Mais si, par exemple, l'enfant a 3-4 points d'urticaire ou l'enfant commence une gastro, puis il vomit ou il y a une diarrhée, puis il n'a rien mangé de suspect, on a des enfants avec des rhumes là, qui se sont fait injecter l'année dernière. Avec des rhumes. L'enfant toussait. Le prof a pris panique, l'a injecté. Ça, c'est des choses là, qui sont difficiles à accepter pour un parent, puis dans les deux sens. Je vous dis ça parce que, c'est difficile à accepter parce qu'ils ont injecté vite, puis ils ne connaissaient pas assez bien les signes. Ça veut dire est-ce qu'on a bien expliqué? Puis deuxièmement, c'est difficile à accepter parce que c'est dur à dire injecte pas. Là. Il y avait les signes d'une allergie alimentaire, même si peut-être il y aurait fallu un jugement différent. Donc, c'est une question difficile, André. On pourra, j'ai presque le goût de faire un webinaire sur le sujet. Je pense que c'est vraiment la fiche que je viens de vous présenter du Dr Gagnon, elle est plus récente. C'est une affiche qui n'a pas été adoptée par tous les allergologues, mais de plus en plus, elle commence à circuler. Je pense que c'est une fiche qui peut être utilisée avec du gros bon sens, mais avec un encadrement aussi. Concernant les particules dans l'air, pour le poisson au CPE, on a retiré complètement le poisson à la demande du parent. Par contre, le risque à la cuisson est-il le même que lorsque cuit? En fait, oui, il y a un risque au niveau du réchauffement, surtout si le même micro-ondes est utilisé pour les personnes allergènes. Par contre, le réchauffement est moins dommageable que la première cuisson. La première cuisson va vraiment émaner des vapeurs. Mais le réchauffement, s'il y a un couvercle, surtout sur l'emballage, aussi si un micro-ondes dédié qui est utilisé, porte moins de risques. Ça, je pense que ça vaudrait la peine d'en parler avec l'allergologue pour vraiment éliminer les risques. Encore une fois, en bas âge, il y a beaucoup d'enfants qui réagissent quand même aux particules en suspension. Est-ce que la cuisine est bien aérée? Est-ce que c'est près de l'endroit où l'enfant va manger? Je pense que ce sont toutes des choses à vérifier. Est-ce que si le poisson est bouilli au-dessus de la fan, est-ce que ça dégage la même odeur qu'au micro-ondes ou à la poêle? Peut-être voir vraiment au niveau de la restriction si c'est quelque chose qui s'applique à tous les façons de cuire le poisson dans votre cas, parce que ça varie vraiment d'un enfant à l'autre, d'une personne à l'autre. J'aimerais connaître les titres des livres et outils d'animation pour activités avec les enfants pour les tout petits, 3, 4, 5 ans. Cela nous aiderait beaucoup dans les CPE et sensibiliser les autres enfants. Je les ai pas tous avec moi, André. Je vais vous les envoyer dans un courriel au courant de la semaine. Il y en a un qui s'appelle, entre autres, « Laisse-moi t'expliquer les allergies alimentaires ». Donc, laisse-moi t'expliquer 3 petits points, les allergies alimentaires. C'est Solène Bourque et Martine Deshôtels qui l'ont écrit. Je trouve qu'il est très bien fait. Il est éducatif. Puis, si vous avez des tout petits enfants, comme vous dites, vous pouvez sauter certaines parties, adapter certaines parties, puis il peut être utilisé jusque plus tard. Pas de noix pour Sarah aussi, qui est pas mal bien fait. Il y en avait un qui s'appelait Félix et les allergies, mais je pense plus qu'il est disponible. Bref, je vous enverrai un petit livre, une petite liste de livres d'animation un petit peu plus tard. Quel conseil donner à un parent qui a un enfant qui va débuter le secondaire? Est-ce que l'élève devrait éviter les cafétérias en tout temps? Nancy, je pense que c'est un choix très personnel. Je pense pas que l'évitement des cafétérias règle le problème de cet enfant-là. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire au niveau de la sensibilisation, spécialement chez les adolescents. Les adolescents sont en quête d'identité, on connaît toute cette période-là. Il y a beaucoup d'adolescents qui vont refuser d'avoir l'auto-injecteur sur eux. Donc ça, c'est vraiment un gros travail à faire. Peut-être minimiser aussi l'achat de nourriture sur place, donc prioriser le lunch ou un repas à la maison si c'est possible, ou
faire un spécial, venir porter un repas chaud, que l'enfant puisse sortir dans un restaurant à l'extérieur qui est sécuritaire pour lui. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Oui. Est-ce qu'il faut éviter les cafétérias? Je ne pense pas. Ça dépend des allergènes, ça dépend encore une fois si la personne est sensible à l'odeur, etc. Mais je pense que le conseil, le mieux serait d'outiller cet enfant-là pour qu'il ait son auto-injecteur sur lui en tout temps. Puis encore une fois, qu'il ne se laisse pas tenter par les camaraderies ou autres qui pourraient le tenter de partager la nourriture ou essayer juste pour essayer. Entre autres, les frites là, dans les cafétérias, on en voit souvent qui sont cuites dans les mêmes endroits qui sont utilisés pour faire cuire, ce qui peut contenir des œufs ou du lait. Donc, faire vraiment attention aussi. Là, des fois, on sous-estime la contamination croisée. Pour l'allergie à l'arachide, est-ce que vous recommandez que l'école bannisse les arachides totalement, oui ou non? Pour le secondaire, est-il nécessaire d'enlever les allergènes des machines distributrices? C'est Josiane. Peut-être que votre question a été posée avant que j'en parle. La position à l'association, si les commissions scolaires ou les écoles veulent retirer les arachides, ils le font s'ils veulent. On pense pas que c'est la solution ultime. On pense pas que ça va faire en sorte que les réactions vont être très bien contrôlées pour toutes les raisons que je donnais tout à l'heure. Puis, je pense que les allergènes dans les machines distributrices, c'est un peu la même question. Où on commence, où on s'arrête. Je pense que c'est facile de retirer ce qui est aliments qui sont mauvais pour la santé, des aliments très transformés, des aliments pleins de sucre, au même titre que c'est facile de retirer des noix, des arachides, ce qui est plus propice. C'est des allergies qui ont tendance à rester, souvent rendus au secondaire. Tu sais, les allergies qu'on va retrouver, est-ce qu'on est capable de les retirer sans déplaire à personne? Je pense que c'est quand même faisable. Ça dépend de la direction qui est en place puis comment ils voient ça. Légalement, si un enfant fait un choc anaphylactique mais n'a pas son épipène, a-t-on le droit légal de prendre celle d'un autre enfant ou d'en avoir une d'urgence au CPE? André, il faudrait vous renseigner parce qu'au CPE, ce n'est pas comme dans la rue ou dans les écoles, etc. Vous avez des règlements qui sont différents. Vous avez une trousse d'urgence qui ne contient pas la même chose que dans les écoles, puis vous avez des autorisations parentales à faire signer aux parents. Ceci dit, un enfant qui n'est pas connu avec des allergies alimentaires et qui fait un choc anaphylactique parce que c'est probablement sa première exposition ou sa première réaction dans votre centre de la petite enfance, si vous avez un auto-injecteur au commun, normalement, il peut être utilisé et n'importe qui peut poser le geste. Pas besoin d'avoir reçu une formation, ça fait 2 ans que c'est comme ça. Renseignez-vous par rapport au droit moral d'utiliser quelque chose qui est prescrit pour quelqu'un d'autre. Moi, j'aurais tendance à vous dire que si vous avez un auto-injecteur au commun, là, un qui est prescrit vraiment pour votre garderie, celui-ci pourrait être utilisé sans recours moral contre la personne parce que n'importe qui peut se faire injecter. Ceci dit, dans le règlement initial, c'était chez une personne qui est connue, allergique alimentaire, on peut injecter sans problème. Donc, validez la subtilité par rapport à votre à tout ce qui est réglementation chez vous. J'ai une dernière question ici que je vais prendre parce qu'il est déjà dépassé un petit peu 8 heures. Est-ce qu'il y a un risque pour les enfants avec des allergies sévères d'utiliser les fours à micro-ondes partagés par tous dans l'école? C'est une bonne question. Je n'ai pas répondu directement, mais j'en ai parlé. Le problème avec les micro-ondes, c'est que, puis c'est un risque qui est vrai, qui est vraiment réel, c'est que si on enlève le couvercle sur l'emballage ou le plat qui va au micro-ondes, vous le savez, des fois, là, surtout, exemple, le poisson, etc., ça va dépasser du plat, ça va aller se coller sur les parois, puis au moment d'un futur réchauffement, ça peut tomber assez facilement quand c'est réchauffé. Ça peut tomber dans un plat et le contaminer. Les risques sont vraiment diminués s'il y a un micro-ondes est nettoyé de façon très rigoureuse. Le problème là, dans les écoles, ça, c'est que c'est difficile de s'assurer que c'est fait de façon rigoureuse vraiment après chaque repas, parce qu'il y a certaines écoles qui servent même des déjeuners, des dîners, et même parfois des soupers, là, dans le cas des cégeps, etc. Donc, c'est un risque qui vaut peut-être pas la peine d'être pris. Vérifier, il y a certains plats qui existent avec juste un transfert, là, un peu d'aération, s'il est couvert et qu'il y a une circulation d'air qui se fait autrement, peut-être que ça peut fonctionner, mais ce que je viens de vous expliquer, malheureusement, c'est vraiment réel. Il y a Lucie qui nous demande dans la liste des livres pour expliquer les allergies alimentaires, est-ce qu'il y a des références en anglais? J'en connais pas, Lucie, de livres en anglais, mais je vais faire une petite recherche pour vous cette semaine. Je vais regarder qu'est-ce qui pourrait être commandé et qui ressemblerait.
Donc, laissez-moi vous revenir, j'enverrai le mot à tous s'il y en a d'autres qui sont intéressés. Il y a Liliane qui termine en disant « Nous utilisons micro-ondes en premier pour les enfants allergiques en service de garde chez nous. » Oui, Liliane, c'est un super bon point, j'ai oublié de vous le dire, mais dans le fond, s'il y a un nettoyage rigoureux qui est fait, l'enfant allergique chauffe son lunch en premier. Donc, c'est pas compliqué, il va avant tout le monde dans la salle où il y a le micro-ondes, puis il peut chauffer en premier. À ce moment-là, on diminue énormément les risques, mais ça, c'est exactement, Liliane confirme que le micro-ondes est désinfecté à tous les jours. Donc, dans ce cas-ci, je vois absolument aucun problème. C'est pratiquement comme à la maison, probablement même mieux. Certaines maisons n'ont pas d'allergènes, mais je veux dire dans le sens au niveau du nettoyage, à ce moment-là, les particules qui ont été prises sur les côtés des parois ne peuvent pas contaminer s'il y a un nettoyage rigoureux qui est fait à chaque fois. Sinon, n'oubliez pas, il existe le thermos et d'autres options. Donc, voilà qui met fin à notre présentation. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Je vais tout vous envoyer des informations, des documents un petit peu plus tard cette semaine. Et puis, vous pourrez toujours nous poser des questions. N'oubliez pas d'aller voir, vous pouvez nous suivre là, via les réseaux sociaux, puis sur notre site web, vous inscrire gratuitement pour notre infolette. On ne partage pas les adresses, puis ça vous permet d'être tenu au courant des activités. Puis des webinaires éducatifs, entre autres comme celui-ci. On en a un le 11 septembre, il s'adresse aux médecins, puis il est complet. On en a un autre au mois d'octobre. Allez voir sur notre site web, c'est concernant l'anxiété et les allergies alimentaires. C'est animé par Sophie Beugnot, qui est une psychologue avec qui on adore travailler. J'ai vu sa présentation, ça va être fort intéressant. Il reste encore des places, toujours un maximum de 100 participants, mais il reste des places, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez le lien sur notre site web dans la catégorie services webinaire. Alors, je vous souhaite tous une très belle soirée et puis au plaisir d'animer pour vous une prochaine fois. À bientôt!